Le Cameroun est un pays bilingue. On y parle officiellement l'anglais et le français. Mais c'est pas tous les Camerounais qui parlent ces deux langues en même temps. Alors, écoutez mon histoire, ma petite histoire. Comment j'ai appris à dire un ou deux mots en français. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette tranche d'antenne réservée à un entretien avec un leader d'opinion. Nous sommes en présence d'Ungombo Bokbassor, égyptologue et chercheur. Nous allons parcourir avec lui les 50 ans d'indépendance du Cameroun. Bonjour Mbombo. Bonjour Madame Yankri. La culture camerounaise apparaît comme un modèle calqué de l'Occident. On observe comme une forme d'acculturation un manque de détermination et de créativité. Quelles solutions préconisez-vous pour un Cameroun avec une culture digne de ce nom? Il faut d'abord comprendre pour ce qui nous est arrivé, sinon vous ne saurez pas quelle solution préconiser. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons subi la coupure ontologique et religieuse la plus profonde. De tous les peuples, nous sommes celui qui a été colonisé sur le plan spirituel avec la plus grande profondeur. Je veux dire que nous avons connu l'esclavage. Après l'esclavage, nous avons connu l'islamisme peul. Après l'islamisme peul, c'est la judéo-chrétienté. Et ces deux religions ont complètement enfoncé tous nos modes d'être et toute notre structure traditionnelle. De telle manière que l'élite aujourd'hui n'est plus capable de réfléchir par elle-même. Elle mime les schèmes de comportement hérités de l'Occident à travers l'école, l'administration, les églises, les mosquées. Donc elle ne s'appartient plus. Malheureusement, nous n'avons pas eu la même trajectoire que l'Inde ou la Chine, par exemple, ou le Japon, qui n'ont pas eu cette même coupure. Et de cette seule façon, on a eu des traditions ancestrales qui se sont poursuivies avec une plus grande homogénéité, alors que nous, la coupure a été nette. Alors, si vous me demandez ce qu'il faut faire maintenant, nous avons trois choses à faire. La première des choses, c'est que nous devons recodifier nos savoirs endogènes. C'est-à-dire qu'il est question qu'on mette toute l'élite sur les enseignements ancestraux et que ces enseignements soient remis à l'université et soient remis dans le secondaire, dans le primaire, comme étant des enseignements authentiques. Vous savez très bien que la Chine ou le Japon n'enseignent pas à ses enfants les modèles occidentaux. Donc nous devons faire la même chose. Ensuite, il nous faut réhabiliter de manière très profonde le sacré africain. Il faut réhabiliter les traditions africaines, faire des initiés africains, des grands cercles académiques comme les rabbins juifs, les moines tibétains, les imams et les papes. Il faut leur redonner leur capacité d'initiative historique et leur permettre de redevenir les maîtres de leur village, de leur contrée, qu'ils enseignent de nouveau ce qu'ils savaient comme tradition à la jeunesse qui arrive. Et enfin, il nous faut changer les institutions politiques, parce que les institutions politiques sont le drame actuel de l'Afrique. Tant qu'on ne changera pas les institutions politiques et économiques, malheureusement rien n'arrivera, parce que c'est à travers ces institutions qui reprogramment le modèle économique et politique dominant que notre asservissement arrive. Donc il faut faire ces trois choses sans lesquelles rien d'autre ne se fera. Au plan politique, qu'est-ce que le Cameroun garde en 50 ans? C'est un gâchis. Un gâchis. Parce que les tenants de pouvoir font tout pour ne même pas parler des héros, des martyrs, des personnes par lesquelles cette indépendance est arrivée. Il y a une sorte d'amnésie collective et historique qui provoque quand même une amnésie dans nos capacités d'initiative historique. L'Afrique dit que les morts ne sont pas morts. Et quand vous pensez taire la vérité sur les morts, pensez-vous que vous pouvez chercher le développement avec ça? Il y a beaucoup de superstitions autour. Je suis très étonné de constater que des personnalités aussi influentes dans une république, que l'on pense être à la fois si pieuses, soit aussi superstitieuses. Qui l'eût cru que tout un Cameroun fête un cinquantenaire sans qu'on parle des héros? Vous avez vu comment le parti du PC qui a traîné avec des images de ces héros a été brutalisé à Douala par exemple. C'est quand même une incongruité. Qu'est-ce que la gouvernance veut faire de nos peuples? Qu'est-ce que cette élite-là qui est presque balafrée mentalement va pouvoir se faire? C'est ça la question. Nous attendons tous.
Malheureusement, en 50 ans, on l'a vu, le Cameroun garde l'image d'un pays fortement colonisé et recolonisé. Vous avez vu très bien ce qui s'est passé au cinquantenaire. Il a été demandé aux maîtres occidentaux et aux enseignants de l'Occident et certains d'Afrique qui ne savent pas grand-chose sur l'Afrique, de penser l'Afrique. C'est pas possible. On ne peut pas penser l'Afrique sans ses fils. L'Occident ne peut pas s'asseoir pour réfléchir sur l'avenir de l'Occident avec les autres. Elle le fait dans le cadre du G8. On ne peut pas appeler les autres pour réfléchir à notre place. Vous comprenez donc en réalité, ça n'est que le prolongement logique de ce que nous avons connu comme l'aliénation. En 50 ans, qu'est-ce qui nous reste? Peut-être simplement les bâtiments, la détresse humaine, la misérabilité que l'on constate mentale, les fous qu'on a dehors, les prostituées qu'on a partout, ces enfants qui traînent dans les rues, et cela n'existait pas dans l'Afrique ancestrale. Pour tout dire, si on me demandait ce qu'il reste réellement de ce cinquantenaire, je dirais pauvre de nous, il ne reste presque plus rien de ce que nos ancêtres ont laissé, et pourtant ça vit encore dans les villages. Le Cameroun a connu beaucoup de mutations au plan économique, notamment la crise économique de 1987 et la dévaluation du franc CFA. Que pensez-vous de tous ces problèmes? Mais ces problèmes sont toujours les problèmes dont je parlais. C'est des problèmes d'héritage colonial et de persécution que l'Occident continue d'organiser contre l'Afrique. Il faut très bien savoir que les accords ancestraux et les accords des indépendances restent les mêmes. Nos chefs d'État sont toujours à la solde des puissances étrangères. Et mieux même, ils tentent maintenant de monarchiser l'Afrique. Vous avez vu au Togo, vous avez vu au Gabon. Maintenant, c'est les fils des anciens enrichis et des anciens présidents qui tentent de prendre le pouvoir avec l'aval et la bénédiction de l'Occident. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire avec cette situation? Malheureusement, rien, je regrette. Aucune mutation sérieuse ne peut se faire dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux qui ne permettent pas à l'Afrique de s'en sortir. Au contraire, qui creusent la déchéance, qui augmentent notre insolvabilité sur 40-50 ans. Je vous plains, vous, la jeune génération, parce que ces accords prennent 30, 40, 50 ans. Serons-nous capables à cette époque, je veux dire nos enfants, seront-ils capables à cette époque de faire face? Quand on sait que la continuité de l'État a été complètement prise en otage par les autres, voilà, il n'y a presque plus rien. Au plan social, le Cameroun est fortement critiqué, notamment par rapport aux émeutes de février dernier. Qu'en pensez-vous? C'est la même structure organisationnelle. Vous voyez que les milliards qui sont dépensés pour faire venir des chefs d'État étrangers, des milliards qui sont dépensés pour qu'un pape arrive au Cameroun et les chefs des églises orthodoxes de l'Occident. Vous voyez que des milliards sont dépensés pour mettre en place des routes à Loncac. Des milliards sont dépensés pour chasser les jeux des routes. Des milliards sont dépensés malheureusement pour faire venir le secrétaire général de l'ONU. Et ces milliards auraient pu servir à cette jeunesse. Au nom de quoi on ne donne pas les moyens à cette jeunesse de s'en sortir? On ne peut pas comprendre que les ministères aient des voitures de haut cri, des Prado qui coûtent 80 à 100 millions de francs. Si vous totalisez tout ce qu'il y a dans les ministères, vous tombez à des milliards. Hypothèse, prenez comme hypothèse que uniquement 100 voitures ont été achetées. 100 voitures multipliées par 80 millions de francs, vous voyez ce que ça veut dire? Vous êtes à près de 8 milliards si je ne me trompe pas dans mes calculs. Au nom de quoi peut-on donc dire qu'on ne donne pas de bourses aux étudiants? Au nom de quoi on ne peut pas trouver des emplois pour ces jeunes? Au nom de quoi on peut les laisser dans la rue en prétendant organiser des espaces conflictuels qui ne permettent pas à cette jeunesse de s'en sortir? Est-il possible de dépenser 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards pour recevoir des chefs d'État, recevoir des personnalités venant de l'étranger et les laisser dans ces circonstances? Donc c'est tout à fait normal. Le social ne découle que de la mauvaise gouvernance. Il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Sinon, il n'y aura plus rien, il me semble. Et je crois que l'élite a beaucoup de choses, beaucoup de devoirs. Sera-t-elle à la hauteur des initiatives qui conditionnent le sort des grandes nations? Ça m'étonnerait. Parce qu'il y a un effet de corrosion qui s'opère entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Les générations actuelles sont récupérées par effet de démesure, par effet de cooptation. Comment dans ces circonstances une élite appauvrie intellectuellement et spirituellement peut-elle relever le défi?
il faut un grand séisme mental pour cela. Est-ce que cela arrivera-t-il? Voilà la question. Cheikh Anta Diop nous a fait son testament en 1986. Il est mort 29 jours après au Sénégal. Son enjeu était de nous aider à nous en sortir. Que va faire cette jeunesse camerounaise? Je pense que c'est nous qui devons prendre le taureau par les cornes. Nous nous y préparons. Et nous faisons en sorte que les initiés qui sont avec nous prennent en charge le destin de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Nous allons y travailler et nous verrons ce que la nature voudra bien faire de ce que nous pouvons faire. Voilà un tout petit peu ce que je pense. Disons, il me semble que nos ancêtres ne dormiront pas. Quelque chose va se produire, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Quelle observation faites-vous de l'évolution du Cameroun au plan sportif, notamment au niveau du football? Mais il y a quand même quelque chose de très étonnant dans ce qui nous arrive en football, parce que figurez-vous, en 1989, lorsque Nelson Mandela sort de prison, Mila permet aux Lions indomptables d'arriver en quart de finale. Et lorsque Nelson Mandela devient chef d'État en 1994, Mila devient le meilleur buteur de tous les temps pour l'homme le plus âgé de son époque. Et vous voyez que c'est au soir de la vie de Nelson Mandela que la Coupe du Monde s'organise en terre africaine. Il y a là, il me semble, j'allais dire une sorte de synchronie entre le football et la puissance mondiale d'Afrique du Sud. Vous avez même vu comment Shakira a interprété le morceau de Zankalewa. Zankalewa pour placer le Cameroun sur le plan planétaire. Donc il y a des choses comme ça qui ressemblent à des accidents, des parcours qui sont inopportuns, mais qui signifient beaucoup de choses. Il me semble, il faut bien le dire, que le Cameroun et la montée en puissance de l'Afrique du Sud sont synchrones. Maintenant, notre élimination, il me semble tout à fait naturelle. C'est la douleur de l'enfantement. Je pense que cette défaite que nous avons eue malheureusement au football va nous permettre de regarder les choses de nouveau. Il me semble que de toutes les façons, nous n'avons pas de choix. Et il aurait bien fallu que ce football se termine de cette façon pour qu'au moins on recommence à penser le football demain. Voilà ce que j'en pense globalement. Merci Mbombo Mbok Bassok pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci chers téléspectateurs et à bientôt. Des milliards de francs étaient détournés, la ceinture des peuples serrée, la corruption